nous allons démarrer cette première table ronde. D'abord, peut-être un petit point pour dire qu'on va essayer de la faire la plus interactive possible. Donc, je m'appelle Laurent Chambaud, je suis le directeur de l'École des hautes études en santé publique, École de santé publique en France. Je vais proposer à chaque personne de se présenter rapidement lors de la première tournée de questions que nous allons essayer de faire. Peut-être auparavant, quelques repères sur la couverture santé universelle. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais je crois que c'est peut-être important d'avoir quelques éléments de repères que l'on puisse discuter ensemble. Donc la couverture sanitaire universelle, la couverture santé universelle, c'est un concept qui date maintenant de plusieurs années, voire plus d'une dizaine d'années, mais qui est repris de façon très forte depuis maintenant 10 ans et avec un engagement très fort des organisations internationales et des États. Je cite juste rapidement le rapport de l'OMS de 2010 qui était consacré au financement des systèmes de santé et qui s'appelait « Le chemin vers une couverture universelle ». Et puis, en 2015, l'Assemblée générale des Nations unies, vous le savez toutes et tous, je pense qu'il y a un retour, je ne sais pas si c'est dans la salle aussi, mais l'Assemblée générale des Nations unies donc, a mis en place les 17 objectifs de développement durable, dont un sur la santé. Et à l'intérieur de cet objectif-là, il était bien établi de faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture santé universelle comprenant une protection financière contre les risques. La définition de la couverture santé universelle, elle peut, et on va probablement en parler entre nous, je pourrais le dire de façon très simple en disant que c'est le fait que chaque personne bénéficie de services de santé de qualité dont il a besoin. Peut-être juste pour terminer sur cette approche très brève, pour dire qu'il y a au moins 3 dimensions à la couverture santé universelle. La première, c'est l'accessibilité physique. Est-ce que les personnes ont accès à des services de santé? La deuxième, c'est l'accessibilité financière. Est-ce qu'ils peuvent se permettre financièrement d'avoir accès à ces services? Et puis, il y a un troisième aspect qui est loin d'être négligeable, qui est l'acceptabilité des services par la population. Est-ce que les personnes vont véritablement utiliser ces services? Alors, je m'arrête là pour cette introduction, peut-être pour laisser la parole à nos panélistes et peut-être avec une première question, puisque nous parlons depuis 2 jours de l'adaptation au changement climatique. Pourquoi parler de couverture santé universelle lorsque l'on parle de changement climatique? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous faites une relation? Merci. Ah, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour vous et je pense pour moi aussi. Donc, est-ce que vous faites une relation entre le changement climatique et la couverture santé universelle? Comment vous voyez cette relation? On a eu quelques éléments déjà dans le film qui a été présenté. Qui souhaite débuter? On va peut-être commencer dans cet ordre-là. Bonjour, Emanuele Capobianco. I'm the Director of Health and Care with the Federation in Geneva. Thank you for having us on this panel. I will briefly say that the ideal of everyone everywhere having access to quality health services without incurring financial expenditures is really a high political goal, aspirational goal towards, I guess, everybody feels quite attached to. It is also a very lofty goal, and so when it comes to the work of national societies and the Federation at large, the Federation has tried to identify what are the key elements for us, for the Red Cross, to which we can contribute in the work on universal coverage, and how we can link that to climate change. There was a strategic document that was presented to the governing board last October that identified 4 priorities for the network engagement universal health coverage.
First one is the human resources for health, is making sure that in a world that has a gap of more than 18 million health workers, we do have our volunteers being in the communities and helping filling that gap. As the Director General of the French Red Cross said yesterday in his closing remarks, these volunteers are the ones that can bring knowledge, that can support behavioral change, are the ones who can bring in the tools that will make action on the ground in preparedness and response to natural catastrophes. The second area of focus for universal health coverage for the Red Cross is really what we call the last mile, is making sure that we have the most vulnerable population at the core. Universal health coverage is really about access, and the Red Cross works really with communities that are often either outside the health sector, the reach of the sector, or at the margin of it. This is clearly during emergencies, as we saw in the video before, but it is also outside emergency settings, in rural areas, in urban areas, in slums, and also in high-income settings. We have been talking about migrant population, and there will be a session on the effect of climate on migrant population. We have talked about the elderly population and the effect of heat waves on them. We have talked about children and the effect of air pollution. With these communities where the Red Cross works and operates at the community level. Third area of priority is epidemic pandemic preparedness. As our Secretary General mentioned earlier, this is a growing area. Unfortunately, there are some epidemics that may not necessarily be climate related, and maybe Ebola is not climate related, but if you look at cholera in Mozambique, climate related, we look at Zika in Latin America, we talk about chikungunya and dengue. Clearly, this is an area where the link is very strong. The fourth area is linked to another element of universal health coverage, which is financial protection. And I think there is a role that Red Cross societies can do in protecting financially those who are affected by natural disasters. And we talked briefly yesterday about cash transfer programs. We don't have much expertise on community health insurance, but certainly this is an area for growth. So these four areas, community health, the last mile, so most vulnerable communities, epidemic, pandemic preparedness, and the fourth area about financial protection are the areas where we see the greatest connection between UHC and the climate change agenda. Merci. Je passe tout de suite la parole à Virginie Lemasson. Quel est votre sentiment sur cette relation? Merci. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre. Normalement, oui. On a tous des micros. D'accord. Tout va bien. Je m'appelle Virginie Lemasson. Je suis chargée de recherche associée avec ODI, un think tank based in London. En fait, je vais parler en anglais. To illustrate the way I conceptualize how UHCs link to resilience, I have an example to share from research we recently conducted in Chad as part of the BRACED program. We were trying to explore the linkages between gender inequalities and resilience to climate and disasters. And when I talk about gender equality, what I mean is one of the worst manifestations of inequality, which is violence against women and violence against girls in particular. And so as part of this program, we were discussing a lot with health personnel in health units in Eastern Chad, discussing with nurses and with doctors about the realities that they face and the high demands for awareness, information, and support to women and girls who are subjected to daily violence. And when I mean subjected to daily violence, I mean extreme violence, forced marriage, forced pregnancies. When they survive the pregnancy, the girls who are sometimes 14 years old, they might end up with the fistula. They might end up being beaten by their husband every day, and they are not allowed to access the health service because, again, their husband will not allow. So we're looking at all these dimensions and how this affects the access of people to health services. And at the end of the fieldwork, we went back writing the analysis, and my colleague from Chad was catching up with me and calling me one day saying, "Do you remember this nurse we interviewed in this town?" And I said, "Yes, I remember her very much for the work that she does." And she told me that she just died. And I asked, "Why? What did she die?" And she said she just died from malaria. And I was thinking, Jesus, she's the nurse, maybe the only midwife of this entire area. She
didn't benefit from either the drug or the support that she needed to cope with a crisis of malaria. And that tells us a lot about how it's not just about the impact of climate change on the health infrastructure. I think it's about the impact on everything else that make health services function. So it's about the availability of drugs. It's about whether there was an ambulance to take her to a hospital. There was only one ambulance in this region, which is as big as Alpes-Provence-Côte d'Azur, for example. And even if there is one ambulance, they needed to call the ambulance, but there's no signal, phone signal, like for 8 hours a day. So all these dimensions, network, communication, personal, taking care of health personal so that they can actually take care of people is all paramount. And that's how I, to me, visualize firsthand the impact of climate change and lack of universal health coverage. Merci beaucoup de cet exemple très illustratif. Christophe Paquet. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Paquet, je suis le responsable de la division santé et protection sociale à l'Agence française de développement. Alors très rapidement, l'Agence française de développement est l'organisme de l'État français qui est chargé de mettre en œuvre la politique de coopération internationale. Et nous sommes essentiellement un établissement financier, donc on est un bailleur de fonds, on développe un certain nombre de projets, de programmes avec en priorité bien évidemment l'Afrique, mais on est présent aussi dans 85 pays dans le monde. On est aussi dans les territoires d'outre-mer. Lorsqu'on a revu notre stratégie santé il y a 5 ans, donc on était à cette phase intermédiaire entre les objectifs du millénaire et la réflexion en cours sur les objectifs du développement durable, et on a décidé de mettre la couverture universelle, l'accompagnement des pays pour l'atteinte de la couverture universelle au centre de cette stratégie. Et on est actuellement en train de revoir cette stratégie pour une nouvelle période de 5 ans, et probablement, sans dévoiler un grand secret, ce sujet de la couverture universelle restera au cœur de notre stratégie. Je dirais, c'est naturellement dans l'ADN d'une agence de coopération bilatérale de renforcer les capacités, essentiellement à travers les services nationaux, les ministères de la Santé et leurs déclinaisons, que ce soit à la fois sur l'offre de soins, et je pense que le sujet de la qualité est très important, et l'accessibilité financière, qui sont un peu les deux piliers, donc, comme on l'a rappelé, de la couverture universelle. Mais au-delà de ces définitions un peu théoriques, ce qui me paraît, moi, très important dans ce concept de couverture universelle, c'est qu'en fait, il remet la personne au cœur du dispositif et de la problématique. Si vous sortez dans les rues à Cannes et que vous demandez aux gens quelles sont vos attentes en matière de santé, ou si vous allez dans un des pays, dans un des villages qu'on a vu sur le film et que vous posez la même question, vous aurez fondamentalement la même réponse. Les gens veulent la même chose, et ce que les gens exprimeront avec leurs mots, avec leur sensibilité, ce sera la couverture universelle. Voilà. Quels que soient les problèmes de base, on veut avoir accès à des services de qualité, pas trop loin, et on ne veut pas que ça nous ruine, qu'on habite à Cannes, à Paris ou dans le sud de l'Inde. Et c'est là où on rejoint les enjeux climatiques. Et c'est ce que disait M. Mattei hier, cette nécessité de repositionner toutes nos approches avec, en ligne de mire, l'individu, et plus simplement l'élimination de telle ou telle maladie. Voilà. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est en ça que les deux sujets se rejoignent. Alors, qu'est-ce que change, je dirais, cette accélération des choses et ces enjeux climat ? On le voit bien dans le film, hein, on a une volatilité épidémiologique, on a des nouvelles maladies, des maladies plus importantes qui progressent. Mais au-delà de ça, je dirais qu'on a un besoin massif pour, je dirais, un argument supplémentaire pour renforcer les systèmes de santé, pour renforcer une offre de soins au plus près des populations. Et puis le sujet de la pauvreté, qui est aussi une des conséquences indirectes du changement climatique, et une fois de plus, on le voit très bien sur le film ici, fait que le sujet de l'accessibilité financière, et en particulier tous les questionnements actuellement autour des politiques de gratuité pour les populations les plus vulnérables, deviennent vraiment des enjeux majeurs quand on parle à la fois de l'accès aux soins et en même temps de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est en ça que les deux sujets deviennent de plus en plus intriqués.
Maintenant, pour les bailleurs de fonds, j'en parlerai peut-être plus tard dans la table ronde, on est face à une situation un peu particulière puisque on voit aujourd'hui que la plupart des financements se dirigent vers le climat et donc on a un enjeu qui est comment maintenir et développer des financements et des moyens suffisants pour la santé, pour la protection sociale, je pourrais dire aussi pour l'éducation, en fait, cet ensemble des services sociaux, alors qu'on voit qu'il y a peut-être aussi une tendance à rediriger des financements vers d'autres approches plus technologiques. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est posé, un défi qui est posé aussi aux bailleurs. Merci beaucoup. On va revenir probablement très très vite sur ce dernier point. Monsieur Jitaï, comment vous voyez ces relations entre couverture santé universelle et changement climatique, de là où vous êtes comme président directeur général de Amref Health Africa? Well, thank you, and good morning, everyone. Thanks, Alhaj, for making such a passionate appeal for simplicity. That's what I picked from your speech, and so inspirational that we need to go back to the beginning, even before we move forward, and I think that's what I'm hearing here, that we tend to go for higher level care when actually lower level care is available, and that makes all the impact. My name is not easy to say, so you can call me GG if GG works. So, thank you. And permission to call me GG. But I want to kind of very quickly talk about this subject. For me, I see this conference about the 2%, the 2 degrees. But I tend to see that to understand the importance of universal health coverage and climate change is to actually look at the journey to 2 degrees rather than 2 degrees, rather than when we get to 2 degrees, because nature is not waiting. Nature doesn't read our policy papers. So things are already happening, and therefore we need to look at how are we getting there. We're already seeing serious challenges. Of course, even when you look at the global risks now, I was looking at World Economic Forum Global Risks Report released in January, and whereas earlier risks included a lot of health issues, now the biggest risk, both in impact and probability, is extreme weather issues or events. So we are already in the age of the fact that we have to look at the journey towards the 2%. So as the risk continues, then what do we do with the countries? The countries already are suffering vulnerabilities, leave alone even by the time the weather events, happen. As US and China bicker about climate change, the countries are already suffering. There is already something that's going on right now. Countries that have absolutely no ability or power to choose the president of the US or choose the president of China. But they're suffering today. So we have to think about how do we reduce vulnerabilities in those countries? And for me, that's where universal health coverage comes in. If you look at the response and the post-Katrina, and you look at post-Cyclone Idai in Mozambique, Malawi, and Zimbabwe, which is more recent, and where we've had immense loss of life, the responses are very different. Whereas in Katrina, we are looking at shelter, how to relocate people. In these other countries, like Malawi and Mozambique, we are very early talking about the spread of cholera, which tells you already that the health system is vulnerable. The health system is a problem. If you look at those countries, you look again, if I make another parallel between Katrina and Malawi, the per capita health expenditure in Malawi is $30. Per capita health expenditure in the US is $9,000, and above. So basically, you're talking about two systems that have totally different responses to this kind of event. So for me, UHC comes to say, how do we make sure that those who are last are made first? That's why UHC is about equity. And extreme weather events actually affect the poor the most. So UHC is about equity. UHC is about first bringing those who are behind front. And that's why for us, even as we talk about future climate change events, the current ones, we must also start looking at how do we build resilience, how do we build health systems for all these communities so that even when the events occur, they're actually ready and their vulnerabilities are lower. This, for me, is the link between UHC and climate change.
And that's what we are doing at our organization. We are working with multiple countries in Africa, over 35 as AMREF Health Africa, to help them build their health systems towards making sure that the poor are protected and they have access to adequate quality health services. Adequate, which is based on primary health care. Merci beaucoup. Peut-être vraiment... Merci. C'est très important aussi de faire le lien entre la couverture santé universelle et l'équité. Et vous l'avez très bien fait. Peut-être, on a une table ronde qui va être courte mais intense. Donc, je vous propose de passer tout de suite à un autre point qui a été introduit par Christophe Paquet. Est-ce que, dans le contexte actuel, vous pensez qu'il peut y avoir un danger à avoir une compétition des financements entre, d'un côté, des financements pour lutter contre le changement climatique ou pour s'adapter au changement climatique, et d'autre côté, les financements qui, depuis maintenant 10 ans, tentent de se mettre en place pour renforcer les systèmes de santé et faire en sorte que l'on développe la couverture sanitaire universelle. Est-ce que vous pensez vraiment, peut-être en commençant par Christophe Paquet, puisqu'il a posé la question, que ça peut être un danger pour la capacité à développer ces interventions? On sait que les financements avancent toujours avec des locomotives. Il y a toujours un sujet qui entraîne tout le reste. Et là, clairement, la locomotive et le climat va le devenir de plus en plus. Donc tout le sujet, c'est est-ce que cette locomotive climat va pouvoir accrocher tous les wagons qu'il faudrait, et en particulier tous les wagons santé dont on a besoin. Aujourd'hui, et ça renvoie beaucoup à des questions de définition, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup en termes de part attribuable au climat, et on l'a vu, y compris dans certains des ateliers d'hier, où on parle de l'augmentation de certaines pathologies, comme la dengue, et on dit, voilà, il y a plus de dengue, il y a plus de choléra, etc. Et donc, on a tendance à focaliser les financements sur ces pathologies, voire même à aller rechercher la part attribuable de ces pathologies. C'est une approche qui me paraît, moi, très, très limitée. Indépendamment des maladies infectieuses, le grand défi aujourd'hui des systèmes de santé dans le monde, y compris dans les pays en développement, c'est la progression des maladies chroniques. C'est le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires, qui non seulement ont un impact de plus en plus important en termes de morbidité et de mortalité, mais aussi un impact économique majeur, non seulement sur les systèmes eux-mêmes, mais d'abord aussi sur les populations. Donc il faut pouvoir aussi embarquer ces pathologies, cet ensemble de pathologies, dans une approche beaucoup plus inclusive. Et là, il y a un travail de conviction, un travail de documentation, un travail de lobbying à faire pour considérer que le climat et l'adaptation, ce n'est pas simplement s'intéresser à certaines pathologies, ce n'est pas simplement s'intéresser à certaines régions du monde ou à certains problèmes, mais c'est réellement essayer de considérer qu'on est face à un problème global, en fait, qui à la fois, certes, se manifeste par les sujets en lien avec le climat, mais de manière beaucoup plus générale, et ça renvoie aussi à des sujets d'équité, d'accessibilité, de droits aussi, de droits des personnes, et comment est-ce qu'on embarque tous ces sujets de façon à ce que, comme je disais tout à l'heure, et c'est non seulement un problème ou une question pour les bailleurs de fonds, pour la dimension financière, mais j'imagine aussi pour un certain nombre de dimensions, en particulier la dimension politique des débats autour du changement climatique, comment est-ce que cette locomotive du climat va réellement nous permettre de transformer nos sociétés dans des sociétés plus justes, parce que si il n'y a pas ces phénomènes de transformation, toutes les mesures qui sont nécessaires pour lutter contre le climat ne seront pas acceptées. Voilà, on est en France, dans un pays où on a la crise des Gilets jaunes, qui quelque part illustre un petit peu ça, mais on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Donc il faut apaiser les sociétés pour pouvoir mettre en place des mesures qui vont réellement les transformer. Ces mesures seront difficiles, vont amener des changements importants dans les attentes des gens, les valeurs, etc. Et donc c'est là où je pense qu'il y a un vrai travail à faire qui débute, pour convaincre que tous ces enjeux sont reliés. Oui, Manuel? Yeah, I'd like to take you to Mozambique for a minute. I just came back on Saturday from there.
a cyclone, probably the strongest in the southern Africa in history, that destroyed health facilities, education facilities, roads, killed 1,000 people on its path, and displaced tens of thousands of people. The response by the Red Cross has been fast, quite efficient, with deployment of hospital, with deployment of water and sanitation facilities, with great coordination within the movement and with other partners. We are saving a lot of lives, and this is I think, extremely positive. Yet, the destruction that's being created in Mozambique will be there for months and years to come, and will take a long time to rebuild that. As the Ministry of Health put it to me, all what we are doing now is cosmetics. I like to use the expression, you cannot put a Band-Aid on a fracture, and that's what we are doing. We are putting a Band-Aid on a fracture. So we need to move back, and financing. Is it climate change financing or health system strengthening financing, UHC financing? To me, it's both. Financing resilience programs from the very beginning. And if I may, just to bring one example from the Democratic Republic of Korea, North Korea, where I saw last month integrated community programs that were supported by the Red Cross in villages that were chosen because they were particularly exposed to natural disasters. Then there was their $200,000 that were allocated for the community for a period of 3 years. And this was to do very basic things coordinated by village committees that had a strong component of women, were in many cases led by women. They would just bring drugs to the health facilities, make sure the drugs facility would have electricity and water, solar panels to have hot water for delivery rooms. They will bring latrines and sanitations in the community, and then they would do something for adaptation, is cleaning up the riverbeds to avoid floods, planting trees, and doing that also pushing other sectors like nutrition through interventions that had, in that case, a greenhouse created, where in January, when outside was -20, you would have green vegetables ready for population that suffers for chronic malnutrition. This is, to me, a very cheap, very effective examples of resilience, community-led planning that can have an enormous impact in preventing the effects of climate change in an area that is severely affected by droughts and flooding. And we need more of this, and probably less of intervention in Mozambique that are only reactive band-aids, if you want, to natural disasters. Merci. Peut-être les deux derniers intervenants. Okay, I think I can go. Yeah, thank you. I see climate change as a child of globalization, and globalization is a good force. I think the question we're asking is, how does globalization become also a force for good? And I think universal health coverage is a link into making globalization a force for good, because universal health coverage is about redistribution. It's about equity, as I said earlier. And I think that the first thing we must recognize, even as we talk about competition for resources, is that universal health coverage is first and foremost the responsibility of the state, of the country, not of the donor community. The donor community then comes to be catalytic and to help, and help the government to drive towards self-resilience and self-independence. So the first thing is that there will be competition for resources in the countries between climate change actions and how much to allocate to health. So that change is there. So I think the bigger danger here for me is the competition not for money, but competition for egos. Who is bigger than the other? I think that's really where the challenge is. In September, we have the high-level meeting for universal health coverage at the UN General Assembly. On the same day, we have the high-level meeting on climate change. And the conversations I've had is about who will attend which one, how many presidents are we going to get on climate change, how many presidents will come for universal health coverage. So the real competition is the egos, because at the end of the day, when you talk about climate change, you talk about universal health coverage, it affects the same woman in Afghanistan, the same woman in Malawi, in Mozambique. So if we can reframe our view
and start to see the Sustainable Development Goals as sustainable development actions for a goal. And where that goal is that no one is left behind, then we are working together. It doesn't matter which section of the SDG you're at. We are working together on this framework of actions to drive towards the same goal of leaving no one behind. So I think the challenge is in the egos. How do we reduce the competition in the egos? Because then the money will be available to redistribute and to make sure everyone is equitably addressed. It will be difficult. Very difficult, yes. Thank you. Virginie Lemasson, comme chercheur, comment vous voyez cette lutte et cette compétition entre les deux? I fully agree with the other panel members. I think it needs to be holistic, inclusive, and it needs to come from the state, absolutely. Another example, if I may, to compare two similar situations, which what you were saying about the importance of focus on chronic disease. Two women in the mid-50s, both of whom need a hip replacement surgery. One is a woman in India I interviewed 4 years ago. The other woman is my mother. The woman in India, she was showing me around her garden at this time, and she was limping a lot, and so she was finding it incredibly difficult to work, but she was selling vegetables in the market, and that was the sole revenue for her family. Her husband was suffering from mental health, depression, and alcohol addiction. They were both living in a low-income area, and they didn't benefit from any state social security system or universal health coverage. But every year they faced annual flooding due to a combination of waste mismanagement and increasing rainfall patterns. What it means is because she didn't have support, she didn't have proper health care for her hip. Her husband didn't have proper health care for his mental illness. They were quite vulnerable to those floods, couldn't protect their assets, but also they needed to borrow money to be able to survive to their neighbors. And so with this money, they could only afford to buy food. So the level of anxiety and stress just to repay the loan was also compounding their vulnerability. And so their vulnerability to climate change was quite high. Am I the one creating this? The other example is my mother, who is also finding it increasingly difficult to walk, but she needs to work because she's the only breadwinner in her family as well. The difference is that she lives in France. She benefits from Sécurité Sociale. What that means is that she will not have to pay for the surgery, which is due in 2 weeks. She will not have to pay for the hospital, the time she spends there. She will not have to pay for physiotherapy to help her recover. She's entitled to 2 months' leave, during which she will still benefit from her full salary. That is just incredible for her mental health, for my mental health too. And it means if anything else happened, climate-wise, accidents, life events, she will be fine, she will not lose any money, and also she will have insurance to help her recovery. So to me, if it comes from the state, that's how we provide a holistic solution to all these different life events. Merci beaucoup et merci de ces exemples qui montrent bien que pour aller vers l'équité entre les pays, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On m'a dit qu'il fallait que je respecte une demi-heure. Est-ce que je suis dans les temps? Oui? Non? Donc, je pense que oui. Donc, je vous propose, j'aurais bien aimé qu'on puisse continuer cette table ronde un peu plus longtemps, mais je vais essayer de respecter le temps. Donc, je voudrais juste d'abord remercier les 4 panélistes d'avoir accepté de faire ce challenge très très court. Je pense qu'il a été clairement démontré que si on parle de couverture sanitaire universelle ce matin, ce n'est pas pour mettre quelque chose de plus dans l'ordre du jour, mais c'est vraiment que quand on parle de ces aspects liés à l'adaptation au changement climatique, c'est important aussi et en même temps de faire en sorte qu'on progresse sur la couverture santé universelle. Je voudrais aussi rappeler peut-être que dans ce cadre-là, ça a été montré dans le film et je pense que tous les panélistes l'ont dit, ce n'est pas uniquement l'accès à la santé. Quand on parle d'accès à la santé, en fait, finalement, c'est l'accès à tous les éléments essentiels, que ce soit l'accès aux droits, que ce soit l'accès au transport, que ce soit l'accès à l'éducation, et que tous ces éléments-là sont probablement fortement interreliés. Et c'est ce qui fait aussi que
que quand on parle de couverture santé universelle, on est capable aussi finalement d'améliorer la vie des personnes. Peut-être 2 points qui sont pour moi des points de questionnement très forts par rapport à ce mouvement sur la couverture santé universelle. Le premier, c'est la question des ressources humaines. Ça a été aussi montré dans plusieurs exemples. On sait très bien que dans le monde, on va avoir une crise en termes de nombre de personnes qui sont en mesure d'accompagner le renforcement des systèmes de santé. Et dans ce contexte-là, alors je parle aussi en tant que directeur d'une école de santé publique, c'est aussi un enjeu extrêmement fort d'être capable, dans les 20 prochaines années, de fournir les services professionnels dont les personnes auront besoin. Et là, on assiste véritablement, à mon avis, à une crise que l'on voit arriver et qui va être renforcée aussi par les éléments liés à l'urgence, liés au changement climatique. Et puis, le dernier point, qui est plutôt un point pour moi d'attention, c'est par rapport à la couverture santé universelle. Ça a bien été dit par Maria Neira dans le film, dans son interview, c'est est-ce que dans ce cadre-là, la couverture santé universelle peut être une chance pour pouvoir développer un certain nombre de choses, ou est-ce que ça ne sera pas une nouvelle utopie ? Et je crois que c'est important aussi dans cette modalité-là qui a été mise en place sur la couverture santé universelle, de mesurer les progrès et de voir si véritablement, et les cas concrets qui ont été montrés dans la table ronde le démontrent, si on arrive véritablement à avancer, à améliorer la capacité pour les personnes d'avoir des services de qualité. Je vous propose qu'on s'arrête là et je voudrais remercier encore une fois les quatre panélistes. On peut les applaudir. Merci beaucoup.